きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ。 Salut à tous et à toutes, dans cette vidéo je souhaitais m'attarder un peu sur le concept de boycott d'une œuvre ou d'une maison d'édition de manga. Cela fait déjà un petit moment que confronté à certains événements sur les réseaux sociaux, des voix se lèvent, voire des communautés qui se liguent pour dénoncer des agissements qui méritaient selon eux de boycott, soit un mangaka, soit une œuvre ou une maison d'édition. Comme je vais en parler dans un premier temps, il y a le cas des mangaka pris en flagrant délit de possession de contenu pédopornographique ou ayant des comportements de pédocriminels. Dans un second temps, il y a ces œuvres qui, d'un point de vue très subjectif, vous paraissent trop borderline au point de vous faire tomber le bouquin des mains et qui vous convainc de boycotter cet auteur ou du moins de ne plus consommer d'autres œuvres de ce dernier. Dans un troisième temps, il y a ces événements souvent liés au comportement ou aux prises de position d'une maison d'édition, que ce soit par son community manager, leur affiliation ou leur collaboration avec tel influenceur qui font qu'ils sont menacés de boycott à travers les réseaux sociaux. Puis je vais m'attarder à ce qui fera le cœur de cette vidéo, l'effet d'arme d'une maison d'édition sur une œuvre qui pousse une partie des consommateurs à boycotter une œuvre ou une édition avec la crainte que si on laisse faire ces dernières, il est probable que cela fasse jurisprudence, ou plutôt un précédent, et que ça ouvre la porte à tous les abus en termes d'adaptation, de production, d'économie et de grilles tarifaires autour de licences très attendues. Pour enfin conclure avec des exemples sur ce qui a pu changer lorsque le consommateur ne s'est pas tu, voire lorsqu'il a menacé de boycott un titre et sa maison d'édition. Commençons avec ces criminels mangaka qui se boycottent. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir que ce n'est pas propre au Japon et à ces mangaka. Depuis que j'ai mis un pied dans l'univers du comics, de grands noms de l'industrie se sont retrouvés eux aussi impliqués dans des affaires de harcèlement, de violence et d'agression sexuelle, ainsi que de propos ayant pu choquer leur fanbase. Ceci étant dit, ce n'est donc pas l'apanage des mangakas japonais, mais on en revient toujours aux perversions criminelles des hommes, souvent de pouvoir, envers les femmes, voire des jeunes filles. Et je vais couper court à cette excuse du fait qu'il faut faire la part des choses entre l'homme et l'artiste. Je reprends un exemple qu'on m'a cité une fois. Si demain, votre boulanger, qui est pris la main dans le sac par les forces de police pour possession de contenu pédopornographique ou quelque autre délit ou crime odieux, vous n'allez pas faire la part des choses et continuer à aller acheter votre baguette et vos croissants dans sa boulangerie. On est d'accord qu'être un artiste n'est pas un sauf-conduit. On ne va pas non plus être plus complaisant envers un serial killer parce qu'il a un génie artistique pour mettre en scène ses meurtres. J'espère qu'on s'est compris, un crime est un crime et un délit est un délit. Tout se paie d'une manière ou d'une autre, quel que soit votre métier, normalement. C'est pour ça que je boycotte à mon niveau le mangaka Nobuhiro Watsuki, auteur du manga Kenshin le Vagabond, édité en France chez Glénat. Si en 1998, à l'époque de sa sortie, je me suis acheté la série, bien que j'ai fini par la revendre avec le temps, depuis une nouvelle édition Perfect est sortie chez Glénat en 2009, en même temps que celle de Dragon Ball et Dr Slump, fortement inspirée des Kazenban d'abord parus au Japon. J'ai souvent été tenté de sauter le pas, même si j'étais beaucoup moins intéressé intrinsèquement par la licence, mais il faut reconnaître que l'édition est de toute beauté, certes par son format, ses pages couleurs et tout, mais surtout la direction artistique de ses jaquettes qui, avec son dos, nous offre une magnifique frise en mettant en valeur un katana sous une pluie de pétales de cerisier. Sauf qu'entre-temps, j'apprendrai grâce aux réseaux sociaux que le mangaka a été arrêté en 2017 lors d'une perquisition pour possession d'une centaine de DVD mettant en scène du contenu pédopornographique. À l'époque, il aura suffi qu'il plaide coupable et qu'il s'excuse en payant une petite amende de 7500 € pour que ce dernier fasse amende honorable. D'aimer les filles de la fin d'école primaire jusqu'à la deuxième année de collège. Et pour les petits détails croustillants comme ça, je remercie Mademoiselle Soso qui en a parlé plus en détail dans une de ses vidéos. Alors, je ne sais pas si la Shueisha est devenue le seul ayant droit de la licence de Kenshin le Vagabond, en privant l'auteur de ses redevances sur les ventes. J'en doute quand même un peu, parce qu'apparemment la Shueisha l'aurait fait travailler sur la suite de Kenshin, qui était en cours au moment des faits. Alors, dans le doute, je me refuse d'acheter en neuf cette édition, je refuse de donner mon soutien à cet homme qui fait
qu'il faut le dire, n'a rien laissé transparaître dans son œuvre. En vrai, pour moi, il était déjà finito parce que c'était l'homme d'une seule œuvre. Tout ce qu'il a fait par la suite, c'était éclaté de chez éclaté. Par contre, je reste circonspect quand je vois que cette licence est toujours exploitée et que dernièrement, Kenshin le Vagabond a été de nouveau adapté en animé et qu'elle a eu le droit à une adaptation live de plusieurs films. Aussi quali qu'il soit, vous comprenez que là n'est pas la question. Mais en connaissance de cause, pourquoi continuer de proposer ce titre? Ce mec alimentait quand même un réseau international qui exploitait sexuellement des enfants mineurs. Pas besoin d'être parent pour se rendre compte de l'horreur et du cauchemar qu'ont vécu ces enfants et que d'autres encore aujourd'hui doivent vivre. Bref, ça se boycotte et une maison d'édition ne doit plus exploiter une seule licence du mangaka. Il y a déjà bien assez d'exemplaires en occasion ou de possibilités de lire sans apporter votre soutien financier aux maisons d'édition qui, eux, n'ont pas décidé de boycotter cet individu. Même combat pour Mitsutoshi Shimabukuro, le mangaka de Toriko. En 2002, il paye 472 € pour coucher avec une fille de 16 ans alors que lui en a 27. Vous me direz, rien d'illégal, histoire de majorité sexuelle, tout ça. Quoiqu'il me semble que la prostitution est un délit au Japon. Chacun met son curseur où il veut entre l'éthique et sa morale. Quoi qu'on en dise, j'y vois un rapport de force, et s'il s'est fait choper, c'est qu'il y a une raison. Pas sûr que la jeune fille fût consentante. Néanmoins, je ne sais pas assez. Pourtant, il est question d'une personne de notoriété publique qui participe à banaliser un acte de prostitution avec une mineure. Puis j'ai du mal à comprendre qu'une maison d'édition, la Shueisha encore, puisse de nouveau travailler avec un tel spécimen. Parce que lors des faits, le mangaka travaillait sur une autre série et c'est en 2008 que Toriko sera publié dans le magazine de prépublication, avec le succès commercial qu'engendrera sa série. Perso, je vous le dis clair et net, le jour où je voudrais continuer de lire ce manga, ce sera de manière 100% illégale car je ne participerai pas au succès commercial de cette œuvre. Même si, comme Kenshin, rien ne transparaît dans la série. À la lecture de Toriko, j'arriverai peut-être à faire la part des choses entre l'homme et l'artiste, et encore, c'est pas sûr. Une fois qu'on est au courant de cela, faut pas continuer à exploiter les œuvres de cet individu, sans parler du fait que vous perdez plus d'argent que vous en gagnez à toujours le proposer dans votre catalogue. Il faut quoi pour que vous réagissiez? Qu'il y ait récidive, voire une autre dinguerie impliquant de nouveau des mineurs? Faux boycott. Encore une fois, il y a des exemplaires d'occasion à foison sur le marché. Si le besoin se fait ressentir de lire ou relire Toriko, c'est pas comme si son adaptation animée n'était pas disponible de manière ou une autre gratuitement. Contre-exemple, vous vous rappelez tous de Actage, édité chez Kiun en 2020. Pas de chance, le scénariste est arrêté pour agression sexuelle sur 2 lycéennes alors que les 2 premiers tomes venaient tout juste sortir en France. Il faut dire que l'individu était en mode charreau, puisqu'il s'en prend à des jeunes filles 2 fois dans la même soirée tout en chassant sur son vélo. Enfin voilà. Sur le coup, la Shueisha, la dessinatrice et Kiun ont été exemplaires malgré une perte significative d'argent en se désolidarisant de cet individu. Car c'était une série qui se portait très bien au sein du magazine et qui promettait un beau retour d'investissement pour Kiun au vu de la réception des 2 premiers tomes. Et c'est encore une fois tout à leur honneur d'avoir décidé de stopper sa publication en France. Bien sûr, MeToo est passé par là entre-temps, ce qui a tout changé, j'en doute pas un instant, pour la Shueisha. Néanmoins, pour en revenir au cas précédent, un petit peu de rétroactivité chez les autres maisons d'édition ne ferait pas de mal. Et pour revenir à Actage, même si celle-ci a été stoppée tout aussi immédiatement au Japon, vous pouvez toujours avoir le loisir de lire d'une manière ou d'une autre les autres tomes déjà parus là-bas, sans donner de la force à l'auteur de la série. Par contre, n'hésitez pas à découvrir la prochaine série de la mangaka qui, elle, aura bien besoin de votre soutien. On en a fini avec ce que je considère être un boycott primaire sans équivoque qui mériterait quand même d'être plus unilatéral au sein des maisons éditoriales. Il est temps de s'attarder autour de ces œuvres borderline, aux portes du boycott, et le titre qui image le mieux ce statut d'œuvre en sursis, c'est Made in Abyss, édité chez Ototo. Beaucoup ont d'abord connu la licence via l'adaptation animée, ici c'est moins marquant que dans le manga, on ressent ce sentiment de malaise, de voir évoluer ces personnages un peu chibi dans un univers de tous les dangers. Mais ce qui va vraiment déranger certains lecteurs, c'est de parfois dessiner un début de croissance, de prétubérance des seins, pour notre jeune héroïne, jusqu'à la mettre dans une position de soumission lors d'une illustration sous jaquette. Alors il y a certes un contexte en forme de clin d'œil à l'histoire, mais ça reste assez troublant, il faut le reconnaître. Puis lorsqu'on découvre le mangaka en train de se filmer avec des poupées à l'effigie de ses personnages, il se dégage au premier abord quelque chose d'un peu suspect et d'assez malsain.
Après, dans les faits, on n'a rien à lui reprocher, ce sont aussi des images dont on n'est pas habitué. D'ailleurs, l'univers de ce manga est lui aussi très singulier et c'est ce qui fait aussi tout le charme de son récit. Tout comme le style chibi amplifie les horreurs du récit, à l'image de ce que nous propose le manga Peleliu pour amplifier les horreurs de la guerre. Honnêtement, on ne peut pas demander aux gens de boycotter ce mangaka et son œuvre. Déjà parce que jusqu'à présent, il n'a rien à se reprocher de ce qu'on sait. Et par contre, le gars, il est attendu au tournant. Un seul faux pas et il se fera lyncher sur la place publique et à juste titre. Passons au cas suivant. À l'annonce de sa sortie, ce titre avait fait du bruit sur les réseaux sociaux. Il s'agit de 17 ans, édité chez Naban. Pour ma part, j'en ai jamais entendu parler avant. Mais le manga reprend un fait divers qui avait défrayé la chronique au Japon, car il adapte une histoire vraie d'une jeune fille qui a été séquestrée, violée et torturée en réunion puis assassinée. À l'époque, je n'avais pas fait attention à cela, puis lorsque j'ai pris la pleine mesure du truc, c'est devenu un boycott perso. Un boycott que je ne demande pas à suivre, mais c'est quelque chose qui me dérange vraiment qu'on adapte des faits réels et qui mette en scène des victimes pour un film, une série ou un manga. Je peux comprendre que certaines personnes adorent ce genre de choses, mais c'est vraiment pas mon truc à moi. Déjà, lorsque ma femme regardait la série Dahmer sur Netflix, je me disais mais comment les proches des victimes pouvaient supporter de voir ça et de voir que ça devient un spectacle qui plaît au grand public. De ces séries, on retient surtout le nom de Dahmer, du sociopathe, du serial killer qui a tué et mangé ses victimes. Je lis de l'héros-gourou et parfois ça va très loin dans les représentations du corps, du sexe, de la torture et du viol, mais ça reste une fiction. En vrai, ça ne me dérangerait pas qu'on me raconte l'histoire de 17 ans, mais on ne doit pas savoir de quoi ça s'est inspiré, ça ne doit pas être dit, ça ne doit pas être un élément marketing. Alors je doute pas que 17 ans est romancé, qu'on y ajouté d'autres éléments, d'autres ressorts narratifs, mais une fois que le lien est fait, je ne peux pas m'empêcher aux victimes et à leurs proches. Rien que l'idée qu'ils tombent devant le bouquin me dégoûte. Alors je le répète, je ne suis pas là pour boycotter quoi que ce soit. À chacun sa morale, à géométrie variable. Cas suivant. Dans le genre licence tuée dans l'œuf, il y a eu le cas Tsugimomo, qui devait être édité chez Noévé Graphics. Il avait été annoncé, puis très vite est remonté les rumeurs de contenu pédopornographique dans l'œuvre. Quand on y pense, c'est peut-être à partir de ce boycott que le destin de Noévé Graphics s'est joué. Qui sait, ça aurait pu être leur best-seller, dont les ventes auraient ruisselé sur les autres séries. Non, je déconne. Bon, franchement, là, je pouvais pas me prononcer puisque je ne connais pas la série. De ce que j'ai compris, c'était assez ambigu, car c'est seulement après une trentaine de tomes d'un manga d'action qu'un homme se retrouve dans un corps d'enfant. Puis voilà quoi. Bref, il me semble avoir vu ça plus d'une fois dans des isekai qui pouvaient eux aussi nous laisser une sensation de malaise à la lecture. Dans le genre, je pense à Mushoku Tensei. En vrai, je ne sais pas trop quoi penser de ces lectures avec des trentenaires qui se réincarnent en bébés pour devenir des quarantenaires dans des corps d'enfants, qui louchent sur des filles du même âge. Bref, encore une fois, chacun ses goûts. Ça reste de la fiction. Je me le demande s'il cible vraiment de jeunes lecteurs qui se posent pas de questions ou des quarantenaires qui s'évadent un peu trop facilement. Dans le cas de Tsugimomo, j'ai pas lu, donc je peux pas me prononcer. Puis si je commence à juger des lectures que je trouve encore très soft, comme ça, qu'en est-il de mes lectures à moi qui passent du hentai à l'erogulo? Pour le coup, il y a des lois, les maisons d'édition les connaissent et c'est à eux de faire le boulot en amont pour que ça ne tombe pas dans nos mains. Ensuite, c'est aussi à nous de faire la part des choses dans ce qu'on lit et ce qui nous dérange ou pas. Et j'ai profité de ça pour faire une transition sur des titres suffisamment vicieux pour passer sous les radars. Je pense à ma lecture du manga Les Affamés, édité chez Akata. Autant j'avais bien aimé le tome 1, qui racontait l'histoire d'un monde apocalyptique où l'on suit un zombie, mais qui a gardé sa conscience humaine, et son truc à lui, c'est le désir de se faire un garde-manger, et donc de trouver deux spécimens vivants, un homme et une femme, pour les faire se reproduire. Et ce premier tome est top, bon délire, bien rythmé, sauf que je n'étais pas préparé à son tome 2. Et je m'en fous de spoil cette merde. De toute façon, vous aurez toujours la découverte de lire le tome 3 et le tome 4 qui a été annoncé au Japon après une petite pause. Pour ma part, j'ai décidé d'arrêter net la lecture de cette licence que j'ai trouvée au final très fourbe. Car sous ses airs bon délire, un peu trash et tout, en fait, le mangaka a rien désamorcé lorsque son zombie a fini par adopter un enfant, une jeune fille, qui le considéra comme son père, pour qu'à l'âge d'enfanter, il la fasse se reproduire avec un vieux dégueulasse. Si vous voulez choquer, on peut dire qu'il a réussi, et en général, il faut y aller fort avec moi pour me faire tomber un bouquin des mains.
Mais à la lecture de ce tome 2, j'ai juste eu l'impression que tout n'était que prétexte pour qu'un vieux dégueulasse se tripote à la lecture de ce tome. Le gars qui a pondu ça, il est arrivé masqué sous des airs de what the fuck, mais en fait là, il m'a pas fait rire. Et je me répète, je suis lecteur de hentai, j'aime d'autant plus lorsque le protagoniste est un gros tout moche, qui au final tirera son coup et tout, et pas qu'un peu, j'aime le ugly. Mais avec ce tome 2 des affamés, j'ai eu l'impression d'être tombé dans un guet-apens. Alors, encore une fois, je ne vous juge pas d'aimer cette œuvre. Et vous aurez beau me dire que dans le 3e tome, ceci, cela, je préfère encore un bon bara, franc, du collier, qui ne passe pas par 4 chemins. Je pense évidemment à un titre comme House of Brute. Mais les images aussi dures et insoutenables qu'on se prend en pleine face dans ce récit ont un fond. Ça raconte, voire dénonce quelque chose en arrière-plan. Ça n'a pas un sous-texte aussi dégueulasse que dans Les Affamés. Donc chacun son délire, et c'est encore une fois à titre personnel qu'aujourd'hui je le boycotte, ou juste que je ne continue pas la lecture de cette série. Avant de passer au plat principal, j'aimerais m'attarder vite sur les menaces de boycott lorsque sont mises en cause les CM. Influenceurs, maisons d'édition, d'aussi loin que je me souvienne, puisque je ne suis les réseaux sociaux que depuis 2019 véritablement, la collab Meian et la Sainte Chauffa fut vue comme une association fâcheuse. Son pseudonyme l'indique, il a une portée politique et idéologique. Forcément, ça n'a pas plu à tout le monde que Meian collabore avec elle, aussi sympathique soit-elle pour l'image de la maison d'édition, ça a été cataclysmique au niveau de leur réputation. Beaucoup ont souhaité boycotter la maison d'édition, beaucoup la boycottent encore aujourd'hui. Alors entre-temps, ils ont quand même pris la décision de mettre fin à leur collaboration avec elle, et depuis, ils se sont montrés plutôt discrets dans leur collab, puis ils ont laissé parler leur nouvelle licence pour au final réussir à retrouver une bonne partie de l'opinion. Dans une autre mesure, il y a les mauvaises justifications des community managers qui peuvent parfois porter préjudice à l'image d'une maison d'édition. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour cristalliser ça, Black Box ont fait fort et je peux vous renvoyer sur le thread de la lame du manga qui a parfaitement résumé leurs exploits passés. Dernièrement, il y a eu la prise de parole du nouveau CM de Vega qui en passant discrédite aussi ses prédécesseurs. D'ailleurs, c'est pas la première fois que des CM essaient de se mousser en envoyant des pics sur d'autres. En général, ça passe pas, ça, pas auprès du public. Il y a eu le cas Sullivan de Mangetsu qui a soutenu en public son ami Bastien Vives. Il y a peu, une partie de la commu shoujo est tombée sur Kana à cause du fait qu'ils ne prévoyaient que trop peu de shoujo manga dans leur planning de l'année, voire à leur tomber dessus parce que ce n'était pas la bonne série qu'ils attendaient. Le Lézard Noir aussi a eu son bad buzz, car on nous laissait entendre une idéologie politique de son dirigeant. Bref, de nombreux appels au boycott, de quoi égratigner l'image des maisons d'édition en mettant en cause leur CM, leur collab avec des influenceurs ou le positionnement de ceux qui sont le visage de la maison d'édition. Et le plus souvent, sur des événements qui ne portent même pas sur leurs éditions, pouvant amener au boycott des communautés manga. Dorénavant, on va bel et bien s'attarder sur ces éditions qui auraient peut-être mérité ou pas ces appels au boycott de la part des consommateurs. À bien différencier des lecteurs, parce que lorsqu'on paie pas son manga, mon avis est qu'on n'a pas son mot à dire. Chut, c'est le consommateur qui parle là, de ces licences et éditions qui ont été sous le joug d'un boycott ou qui le sont encore. Seulement là, j'en ai un petit peu marre d'écrire là-dessus, puis je me rends compte que cette vidéo risque d'être un peu trop longue, d'autant plus que je suis là à parler tout seul sans aucun détracteur, en me disant que ça pourrait être bien plus intéressant d'échanger avec un tiers plutôt que de continuer à lire mon prompteur. Oui, j'ai envie qu'on prenne le temps d'en parler ensemble du pour et du contre d'un boycott des consommateurs. Donc, je vous propose de continuer et de finir ces vidéos lors d'un prochain live avec des personnalités assez fortes dans l'univers de X, Twitter, et qui n'ont pas leur langue dans la poche. Et pour vous inspirer, j'ai quand même pris le temps de noter toutes ces licences et éditions qui ont été sous le joug d'un boycott ou qui le sont encore. Je vais donc vous les citer histoire de vous donner envie de participer un petit peu à ce débat. Et on commencera avec le cas Devilman Cobra, édité chez Black Box. S'en suivra Rokujunashi Blues, l'édition Masterpiece édité chez Pika, Naruto Okage, voilà, édité chez Kana, Slam Dunk Yu Yu Hakusho en mode Star Edition chez Kana, Die Dark chez Soleil Manga, Dragon Quest chez Delcourt Tonkam, Okuto no Ken chez Crunchyroll, Tomie, Suten no Ken, Keiji, édité chez Mangetsu, Blackjack, édité chez Isan, Evil, édité chez Delcourt Tonkam, Gundam The Origin, édité chez Vega,
Senseiya Final Edition édité chez Kana, Out édité chez Meian et Ukasa Noko chez Mangetsu. Et ce qui serait bien, c'est qu'après ces débats qui peuvent s'annoncer plus ou moins pertinents, on conclut comme je le souhaitais le faire avec cette vidéo sur ce qui a changé lorsque les consommateurs ont ouvert leur bouche, au point même d'être critiqués par d'autres, et le plus souvent, chose étrange, par des influenceurs, des journalistes, des podcasteurs et autres animateurs d'émissions qui sont le plus souvent dans les petits papiers des maisons d'édition et qui ne payent pas forcément leur manga. Voilà. Sur ce, je vous donne rendez-vous donc samedi 24 mai, aux alentours de 21h, le temps que je couche mes enfants, et c'est parti pour un live no boycott. Bien entouré. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao.